Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je déclare la séance du Conseil municipal du 15 décembre 2020 ouverte. Alors, je voudrais m'excuser par rapport à peut-être des informations erronées. Apparemment, il y avait sur le panneau d'affichage de la ville marqué 19 h. Donc, je m'excuse auprès de tout le monde. On va rectifier, on va voir si on a bien les bonnes infos qui apparaissent sur les panneaux d'affichage. Voilà, donc c'était bien à 20 h. Dorénavant, c'est toujours à 20 h les conseils municipaux. Et on l'avait mis à 19 h la dernière fois. C'était par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron qui passait à la télé. Donc je vais procéder à l'appel des conseillers et à la vérification du quorum. Donc Gérard Dubois, donc présent. Michel Bonan. Catherine Rioux, pouvoir à Gérard Dubois. Bertrand Vallat. Valérie Tissot, Christophe Lallemand, Brigitte Chancrin, Hubert Manened, Roger Loy, Christine D'Angelo, Élise Fayolle, Audrey Moulin, Pascal Cellier, Mathilde Magdinier, Alexandre Badet, Martine Desgouttes, Arnaud Buchon, Joël Pozon, William Ingrao, Valine Knapp est excusée, Jacques Manvy, Pascal Olanier, pouvoir à Valérie Tissot, Louis Maras, Jean-Pierre Bruyère, Jocelyne Roche, Gilles Berset, Sylvie Dinalo, Dominique Deschandons et Magali Rousset. Donc le quorum est atteint. Y avait-il des observations sur le procès-verbal de la séance précédente ? Ouais. Bonsoir à tous. J'avais deux remarques. Tout d'abord, concernant le vote sur les loyers Aide Auto et Amical Boule, ça concernait donc les mois d'octobre compte tenu du deuxième confinement et pour nous en aucun cas les mois de mars à juin puisque j'ai vu dans l'article du Progrès que c'était marqué qu'on avait voté de mars à juin. Et au niveau de notre groupe, on était un peu surpris puisqu'on n'était pas élus à cette époque. Donc, je ne vois pas comment on aurait pu voter pour ces mois-là. Et puis, la deuxième chose, c'est concernant le compte-rendu papier, d'ailleurs qu'on ne reçoit toujours pas, mais que je suis allée voir sur Internet. J'ai vu que l'opération d'acquisition de 40 logements qui a été donc reportée à ce jour-là, puisqu'il manquait de la documentation, c'est pas noté dans le compte-rendu, comment ça se fait ? Et la première question, c'était quoi, Madame Roche ? Comment ? Ma question, c'est pourquoi c'est pas noté dans le compte-rendu ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas noté qu'on avait reporté la décision pour les 40 logements, la garantie d'emprunt, compte tenu que le dossier était incomplet ? Ça, j'ai compris, mais c'était par rapport au loyer à la première question. La deuxième chose, le compte-rendu, il y a bien noté qu'on avait noté par rapport au fait qu'il y avait le deuxième confinement, donc on ne paye pas les loyers. Mais sur le journal, donc, que tout le monde a reçu, hein, le Progrès, il y a marqué qu'en fait, on a voté pour les loyers de mars à juin. Je vous arrête tout de suite. Déjà, il ne faut pas prendre le journal pour comptant. Donc, c'est le, bah oui, mais enfin, les Vauchois, ils lisent le journal. C'est le procès-verbal qui compte, qui fait foi. Mais c'est simplement une remarque que la presse fasse attention. S'il y a la tribune Le Progrès, il faut s'adresser à la tribune Le Progrès s'il y a des erreurs qui sont faites. Mais j'en profite pour le dire, puisque je sais que la presse est présente ici ce soir. Très bien. Alors, au moins le premier amendement par rapport à la garantie d'emprunt. Pourquoi ce n'est pas sur le compte rendu ? Le compte rendu, on va le faire. On a dit qu'on le reportait donc à ce soir. Donc vous aurez toutes les informations aujourd'hui. Ça a été évoqué la dernière fois. Oui. On a dit qu'on le reportait parce qu'il manquait des documents. Je ne vois pas pourquoi ce n'est pas noté dans le compte-rendu. Eh bien, ça sera noté aujourd'hui. Il y avait d'autres observations ? Comme secrétaire de séance, je propose Christophe Lallemand, s'il en est d'accord.
Les comptes rendus de délégation de signature consentis au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, il n'y en a point. C'est néant pour ce conseil municipal. Nous allons passer donc à l'adoption du règlement intérieur. Donc, je fais part à l'Assemblée que, conformément à l'article L2121-8 du Code susvisé, dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc, à la suite du renouvellement du conseil municipal et de l'installation de la nouvelle Assemblée le 28 juin dernier, il est nécessaire qu'un nouveau règlement intérieur soit établi pour le mandat municipal actuel. Je propose au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement annexé à la présente, que vous avez tous reçu. Ce règlement fixe notamment les clauses relatives à l'organisation générale et la tenue des séances, le déroulement des débats et le vote des délibérations, les questions orales, les questions écrites, les vœux, le fonctionnement des commissions municipales et les comités consultatifs. Est-ce qu'il y avait des observations par rapport à ça ? Bonsoir à tous. D'une manière générale, et pour plus de facilité, serait-il possible de paginer l'ensemble des documents qui sont transmis aux élus ? Par ailleurs, au chapitre 1, article 4, accès au dossier, le deuxième paragraphe de l'article 2121.26 fait double emploi avec le contenu de l'article L 2121.13, à savoir tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Le 21-26, oui. Et le 21 ? Le droit dans sa fonction d'être informé. Alors, ça, c'est tous les articles. On peut pas les modifier, puisque j'avais eu des remarques dans ce sens. On peut ni rayer, ni... C'est des articles de loi. Les textes, les L 2121-13 du CGCT, donc informent, puisque c'est en oblique. Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Et, on l'a remarqué, mais en caractères qui sont gras, c'est tout membre du conseil municipal. Et ça, c'est dans l'article 2121-26 du CGCT. On rappelle par rapport à cet article-là. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ? Oui. Au Oui, chapitre 2, commission et comité consultatif, article 7, commission municipale. L'article 2143.3 afférent à la commission communale pour l'accessibilité. Il est noté, donc en fin de paragraphe, la désignation des membres est intervenue par arrêté numéro 2020-10-242 du 20 octobre 2020. Oui. Aussi, notre groupe aurait souhaité connaître la composition de cette désignation, puisque, sauf erreur, on n'a pas eu connaissance de la composition de la dite commission, sauf erreur. Les membres des commissions, il y a eu un arrêté, tout le monde a été informé des commissions, que ce soit artisanat, économie, commerce, éducation et jeunesse. Il y a 9 membres. Donc, oui, non, mais là, c'est autre chose. C'est au chapitre 2. La désignation des membres est intervenue par arrêté au 2020-10-242 du 20 octobre 2020. Non. Ça reprend les 9 commissions. Mais non, c'est une commission à part, monsieur le maire. Comment ça ? La commission communale pour l'accessibilité. Non, mais c'est pas dans les 9 commissions. Oui, mais ça c'est un arrêté à part. Justement, on aurait aimé savoir... L'agenda d'accessibilité. Oui, mais on voudrait justement savoir par qui elle est composée. Quels sont les membres de cette commission ? Il est affiché. Mais au niveau des élus, on ne peut pas avoir les éléments. On est obligé d'aller voir les affichages. Je vous redonne la composition de toutes les... Oui, parce que c'est des commissions où il n'y a pas que les élus, il y a des associations qui ont été reprises.
Et à ce titre-là, il faudra également prévoir la même chose pour CCFE, puisque c'est une obligation. Et ça, CCFE, ça va passer prochainement en commission. Mais là, on vous fera passer bien évidemment la liste pour l'accessibilité. Mais elle est affichée. C'est Magali. Ouais. Bonsoir à tous. J'ai 2 remarques. Une concernant le chapitre 2, article 8, sur le fonctionnement des commissions municipales. Et la seconde sur le chapitre 5, article 28, concernant la réception du PV de séance du Conseil. Tout d'abord, en ce qui concerne l'article 8, en fin d'article, il est stipulé « Elles élaborent un rapport succinct sur les affaires étudiées qui est communiqué aux maires, adjoints, conseillers municipaux délégués et aux membres des commissions. » Lors d'un précédent conseil, il avait été demandé et accepté à ce que les comptes rendus des commissions soient diffusés à tous les membres du conseil et pas seulement aux membres cités en fin d'article. Afin de faciliter le partage d'informations à tous les membres, un lien de partage avait d'ailleurs été créé, lien par lequel chaque membre du conseil peut accéder aux comptes rendus de toutes les commissions. Ce qui est bien puisque les commissions comportent toutes les notions qui sont des notions transversales. Du coup, pour être en accord avec cela, il faudrait modifier les 2 dernières lignes de cet article et faire mentionner un rapport succinct sur les affaires étudiées qui est communiqué à tous les membres du conseil municipal et aux membres des commissions, en lieu et place aux maires, adjoints, conseillers municipaux délégués et aux membres des commissions. D'ailleurs, depuis quelque temps, on a constaté que les comptes rendus des commissions ne semblent plus être mis sur le lien de partage. Voilà, donc ça c'était notre premier point. Et notre deuxième remarque porte sur le chapitre 5, article 28, et ça concerne la réception du PV de séance du Conseil. Là aussi, lors d'un conseil précédent, il avait été demandé à recevoir le PV de séance du Conseil avec la convocation suivante pour examen avant validation. Donc, pour être conforme à ce qui a été décidé, il faudrait aussi rajouter une phrase en fin d'article 28 pour mentionner le fait que le PV sera envoyé avec la convocation suivante du Conseil municipal. Merci. Alors, sur le premier point, ça sera clair. De toute façon, je ne vais pas modifier le règlement intérieur. Elle élabore un rapport succinct sur les affaires étudiées qui est communiqué aux maires, adjoints et conseillers municipaux délégués et aux membres des commissions. Vous faites partie, je pense, suffisamment de commissions, puisqu'on a ouvert la porte à toutes les commissions qui étaient susvisées précédemment. Donc, vous avez qu'à communiquer avec votre groupe sur les différents rapports de ces commissions. C'est-à-dire qu'on peut communiquer qu'avec les personnes de notre groupe et pas avec celles des autres groupes ? Comment les autres groupes ? La communication, c'est généralisé. Vous faites partie d'un groupe de travail, eh bien, vous communiquez à votre voisin ce que vous avez sur votre commission, et votre voisin fait identique sur les commissions dont il est représentant. Et le compte-rendu est affiché sur les panneaux d'information municipale de la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune dans un délai d'1 semaine suivant la séance du conseil municipal. Voilà, c'est l'article L2121-25 du Code général du CT. Merci, M. Deschandons. Bonsoir à tous. Alors moi, je voudrais aborder les articles 29 et 30. Article 29, mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux. Monsieur le maire, nous nous sommes déjà entretenus sur l'article L2121-27 CGCT concernant la mise à disposition d'un local aux élus de l'opposition. Il est vrai que l'article précise « Les conseillers n'appartenant pas à la majorité qui en font la demande peuvent disposer sans frais d'un prêt d'un local. » L'article D2121-12 CGCT en détermine les modalités.
Je cite. L'attribution d'un local est un droit et non une faculté laissée à la libre appréciation du maire. Conseil d'État du 28 janvier 2004. Il est également précisé que cette mise à disposition est de 4 heures par semaine minimum et au moins 2 heures pendant les heures ouvrables. Aussi, nous vous redemandons de pouvoir exercer ce droit dans les plus brefs délais. Je vais vous répondre par rapport à ça. On a échangé, c'est vrai, effectivement, dans la semaine, sur l'article 29. L'article, vous me parlez d'abord d'un décret, et moi je vous parle d'un texte de loi qui rappelle, et je vais vous le relire, dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent et ne doivent pas, sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. Donc, on restera sur notre position. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, étant donné qu'on est en crise pandémie Covid-19, la disposition des salles, eh bien, ce n'est pas ouvert dans l'immédiat. Donc, il va falloir que vous fassiez, à chaque fois que vous voulez vous réunir avec votre minorité, votre groupe, eh bien, vous en faites la demande auprès du responsable des salles, qui est Didier Barrault. Et puis, quand on sera revenu à une situation normale, et je pense après, au mois de juin, puisqu'il faut laisser terminer la saison, au mois de juin, on verra avec les responsables des salles, donc Didier Barrault et Christophe Lallemand, qui s'occupent justement de la gestion de ces salles, pour voir les locaux disponibles et pour les mettre à disposition quand vous en aurez besoin. Et uniquement quand vous en aurez besoin. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est une remarque que vous formulez, on en tient compte dans le rapport, et puis voilà. Donc je n'irai pas plus loin dans la décision. D'accord. Merci. Très bien. Alors, article 30. Article 15. 30. Bulletin d'information générale. Donc, je vous réitère notre désaccord sur le nombre de signes qui nous est attribué dans la tribune ligne du magazine Vauche. Alors, je vais vous répondre tout de suite, puisqu'on a encore échangé là-dessus. Mais attendez, monsieur le maire, laissez-moi terminer. Je ne reviendrai pas sur la décision. Non, mais peut-être. Laissez-moi terminer. Allez-y, je vous écoute. C'est la moindre des choses. Je vous écoute. Le nombre de signes de cette tribune libre n'est géré par aucune loi ou décret. C'est vous, monsieur le maire, qui en décidez les attributions. Oui. Pour être clair, c'est vous qui décidez de la longueur du texte accordé pour chaque groupe. Nous acceptons bien évidemment que le groupe majoritaire se voit attribuer le plus grand nombre de signes. Par contre, les deux groupes minoritaires doivent compter le même nombre de signes. Dans les autres communes de la Loire, vous pourrez le vérifier, quand il y a plusieurs groupes, le même nombre de caractères est accordé aux groupes minoritaires. Pourquoi Vauche serait différent? Et je vous rappelle également que les élus minoritaires doivent pouvoir s'exprimer sur les autres supports de communication utilisés par la mairie. Internet, vidéo, papier, site Facebook, etc. etc. Maintenant, je vous laisse la parole. Merci. Je vais vous répéter la même chose que je vous ai dit dans la semaine. On a décidé de mettre 6000 caractères. On a fait l'effort, puisqu'il y avait auparavant deux groupes. Ici, il y en a 3. On a baissé considérablement notre part. Si on voulait prendre la proportionnelle du nombre de personnes de chaque groupe, je pense que vous seriez bien en dessous des 1000, voire en dessous des 500. Donc, je pense qu'il faut que vous estimiez heureux d'avoir 1000 signes. Monsieur Bruyère, on en a décidé, ça sera 2000 signes, et nous, 3000. Et on n'y reviendra pas dessus. Je suis peut-être d'accord avec vous sur les autres villes. Ça se passe peut-être autrement, mais à Vauche, ça se passera comme ça. D'accord. Je vous remercie de m'accorder 1000 signes. Voilà, pas de quoi.
Je voudrais préciser que les membres... Sylvie, oui. Pardon. Je voudrais préciser que les membres minoritaires ne se déterminent pas uniquement par référence aux résultats du scrutin des élections municipales, car un groupe minoritaire peut se constituer en cours de mandat. Très bien, merci. Nous allons passer Non, j'ai une intervention au à vote. faire, monsieur le maire, s'il vous plaît. Comment? Ah oui, J'aurais complété. Sans vouloir insister sur ce que vient de dire Mme Dinalo, je voudrais quand même préciser que la Cour d'appel de Versailles s'est prononcée en date du 13 décembre 2007 sur ce sujet précis. Et par ailleurs, renseignement pris, il s'avère que l'affectation d'un local pour les conseillers municipaux minoritaires est un droit et non une faculté laissée à la libre appréciation du maire. Et ce droit, il doit être satisfait entre 2 et 4 mois. Donc c'est le délai maximum. À cet effet, le refus du maire d'attribuer un local constitue une décision illégale, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en vue de son annulation auprès du tribunal administratif, puis du Conseil d'État, en vertu de l'article R32.1 du Code de justice administrative. merci Madame Roche de cette observation. Si vous voulez porter un recours, vous le portez. Très bien. Christophe? Bonsoir. Je voudrais juste réagir par rapport à cette demande. Depuis les élections, je m'occupe des salles. Je n'ai pas eu de demande de la part de la minorité qui demandait à disposer d'une salle. On a eu quelques demandes sporadiques pour des groupes de travail qu'on a satisfait systématiquement. Je réitère ce qui a été dit par Monsieur le maire. Si vous avez besoin d'une salle dans les conditions actuelles, elle vous sera donnée dans les conditions de disponibilité par rapport aux associations. Dès que les conditions sanitaires le permettront, bien évidemment, comme nous avons fait avec la minorité lors du précédent mandat, vous aurez une salle qui vous sera affectée selon votre demande et selon vos souhaits. Ça ne sera pas un local affecté, mais ça sera effectivement une salle. Si vous avez besoin de vous réunir tous les lundis de 8h à midi, cette demande sera parfaitement satisfaite dès que les conditions sanitaires le permettront. Donc je ne vois pas pourquoi il y a un débat là-dessus. Alors, monsieur Lallemand, je ne sais pas si vous communiquez dans votre groupe, mais j'ai envoyé un mail le 23 juillet à monsieur Dubois pour lui demander un local. Et j'ai fait une relance fin octobre. Donc, la communication n'a pas dû bien passer. Vous venez de dire que vous n'avez pas eu de demande. Donc, il y a eu des demandes qui ont été faites. Si effectivement votre besoin c'est de disposer d'un local à demeure dans lequel vous pouvez vous installer pour effectuer vos tâches quotidiennes, effectivement la demande ne sera pas satisfaite. Aujourd'hui, l'ensemble de nos associations de la commune ne disposent pas de telle aisance et il ne serait pas bienvenu que nous, conseillers municipaux, nous allions sur ce registre-là. En revanche, effectivement, si votre demande était éclaircie et que vous fassiez une demande pour dire « nous souhaiterions disposer d'un local tel jour, telle heure pour tant de temps, toutes les semaines, tous les 15 jours », parce que la précédente minorité, c'était une semaine sur 2. Vous voyez, il suffit d'éclaircir ça, et quand les conditions sanitaires le permettront, je vous le rappelle, parce qu'aujourd'hui, la plupart des salles sont fermées pour raisons sanitaires, nous vous donnerons entière satisfaction aux 2 groupes minoritaires, bien entendu. Éclaircissez-moi la demande, je vous garantis que je la prendrai en compte, parce que j'y veille personnellement à ce que chaque salle, pour chaque association, je dis bien pour chaque association, soit travaillée et sera donnée dans la mesure des disponibilités, parce que par contre, ça, je serai très clair avec ça, nous ne mettrons pas dehors des associations qui ont des salles à demeure pour mettre d'autres associations à la place. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Cinq contre. Qui s'abstient? Une abstention. Voté à la majorité. Nous passons à la garantie d'emprunt accordée à la société Cité Nouvelle. Hubert? Oui.
Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc la société Cité Nouvelle Bailleur Social nous demande la garantie d'emprunt concernant une opération d'acquisition de 40 logements sociaux situés à avenue du Général de Gaulle à Vauches. Donc cette opération est portée par le promoteur Innovi qui est basé à Saint-Étienne. Ça fait l'objet de 2 bâtiments collectifs 1+4, 40 places de stationnement en sous-sol, donc un PMR. Je voudrais ajouter aussi qu'il y aura 16 places de parking devant les commerces qui seront donc destinés donc effectivement au parking. Cette garantie se porte à hauteur de 82% pour le remboursement d'un prêt. Il est à noter que le plan de financement est tout à fait satisfaisant parce qu'on arrive presque à 30%, soit à 27% exactement du montant de l'emprunt. Cité Nouvelle a toujours fait face à ses engagements. Les caractéristiques financières sont celles qui sont d'ordinaire octroyées par la Banque des Territoires, le groupe CDC, donc qui, comme vous pouvez le lire sur les caractéristiques, sont répartis sur 5 prêts différents sur des très longues durées. C'est donc le principe de financement français sur les logements sociaux. En ce qui concerne cette demande plus particulièrement, donc bien évidemment, cette réglementation d'emprunt pour la construction de logements sociaux nous a demandé à aller vers nos tutelles, à savoir DGFiP et préfecture, qui nous ont confirmé la conformité et la validité de la demande. Il est à noter que les règles prudentielles, les ratios donc, qui s'appliquent avec les autres opérateurs privés ne concernent pas ces demandes de garantie. Néanmoins, un risque s'analyse, donc nous avons analysé cette demande en prenant en compte nos engagements actuels et que nous avions mis en exergue d'ailleurs lors de notre présentation du PP 2020 en termes de risque externe et avec nos engagements futurs. Nous nous sommes donc appliqués ces ratios prudentiels qui font apparaître un taux d'endettement. Le ratio étant les annuités globales sur nos recettes réelles de fonctionnement. Et cette opération donnerait un ratio de 15,17 en prévisionnel, parce que là, on ne rentre pas les cessions immobilières de l'année en cours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avant opération, nous sommes à 12,64 versus 50, parce que donc le ratio qui est autorisé en termes de garantie d'emprunt est de 50% pour les opérateurs privés. Mais pour un souci de bonne gestion et d'analyse de risque, nous nous le sommes appliqués. Une note quand même, ces engagements sont bien répartis pour nous, en tous les cas, sur 4 bailleurs sociaux qui permettent donc une dilution du risque. Donc il est peu probable que les 4 en même temps se mettent en faillite et nous soyons appelés pour actionner cette garantie. Le programme démontre la volonté affirmée de la commune de répondre à nos obligations définies par la loi SRU, auxquelles nous sommes soumis avec un plan triennal de 20% en 2034. Et cela devrait nous permettre d'éviter les lourdes pénalités, soit 125 000 € annuels, qui pourraient être multipliés par 5 en cas de manque de bonne volonté. Vous comprenez aisément que cette opération immobilière, la commune ne peut pas le porter seule, bien évidemment, au risque d'obérer notre capacité d'investissement. On pourrait le faire, mais donc on serait bloqué pendant bon nombre d'années. En résumé, le conseil municipal reste souverain sur ses engagements et aussi nous portons cette délibération dont l'accord reste indispensable au financement de cette opération. Ce pourquoi nous portons cette délibération et demandons donc au conseil de voter cette garantie d'emprunt. Y a-t-il des observations, s'il vous plaît? Oui.
Lors du précédent conseil municipal où ce point avait déjà été abordé avant d'être reporté, nous avions fait plusieurs remarques sur le stationnement. Oui. Et je remercie M. Malmened des réponses qu'il y a apportées ce soir. Par contre, comme vous nous l'aviez dit la dernière fois, la construction de ces logements va forcément engendrer plus de circulation et aussi un besoin de stationnement supplémentaire, notamment aux abords. Ce qui nous inquiète pour les commerçants, qui sont déjà dans une situation, on le sait, compliquée. Néanmoins, la réponse apportée ce soir va dans le bon sens et c'est plutôt très positif pour les commerçants. Par contre, M. Vallat nous avait dit qu'il y avait des pistes concernant le stationnement côté bourg. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Quels sont les lieux côté bourg qui sont à l'étude? Quel nombre de places estimatifs? À quel terme? Voilà. Juste pour avoir un peu plus de détails, un peu plus de précision quant à ces stationnements éventuels qui pourraient naître, voir le jour à plus ou moins long terme. Voilà. De toute façon, on a bien pris note des questions. On vous répondra bien évidemment plus en détail. Là, à peu près pour vous situer derrière le parc Manini, il y a déjà eu 10 stationnements de réalisés en plus derrière le parc. Et il y en a prévu encore d'autres, bien évidemment. Et puis, quand il y aura le réaménagement de ce site, eh ben, il y en aura encore davantage. Nous avons terminé une rue, la rue Barthélemy-Villemagne, où il n'y avait pas de stationnement dans cette rue. Maintenant, il va y en avoir quelques-unes supplémentaires pour la partie riverain, je dirais. Donc voilà. Et également sur la rue de le chemin des Granges. Merci. Juste, ça représente à peu près combien? Vous avez une idée ou parce que là, ça a l'air en linéaire? En quantité, en valeur nominale. Je ne pourrais pas vous le préciser ce soir. Il faut que je sais, moi, en gros, il y en a 2, 3, 4, 7, 8 et de l'autre côté, il doit y en avoir autant. Donc, ça doit faire à peu près 16. 16 sur les 2 rues et 10 déjà sur le parc Manini. Donc une quarantaine en tout. D'accord, merci de ces précisions. Oui, j'aurais voulu moi-même remercier M. Malmened pour l'ensemble des éléments qu'il a pu me transmettre suite à tous mes questionnements après lecture du fameux contrat de prêt, parce qu'il y avait quand même pas mal de pages. Et j'ai vu qu'effectivement, entre 2017 et 2020, nous n'avions pas beaucoup de logements sociaux mis à disposition des Vauchois. On en a 289, 7,4%. C'est vrai que c'est faible. Et donc, compte tenu de l'ensemble des éléments qui m'ont été transmis par M. Malmened, notre groupe se prononcera pour cette garantie d'emprunt. De toute façon, nous allons en reparler, puisque avec la loi SRU, l'article 55, on rentre dans l'unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert qui a dépassé les 15 000 habitants. Donc, comme il y a continuité de territoire, donc Vauche est concerné justement par les 20% de la loi. Et c'est par période triennale où on va avoir justement à fournir tout un tas de logements sociaux. Sous peine, déjà, je crois que c'est 2023, on va déjà avoir de fortes amendes. Déjà, je pense que c'était de l'ordre de 125 000 euros à payer. Et si les périodes triennales qui vont suivre jusqu'en 2031, ça pourrait monter jusqu'à 5 fois plus, c'est-à-dire 725 000 euros. Donc, c'est autant de leur donner le chéquier de la ville, et puis ils n'ont qu'à se servir pour payer toutes ces amendes, parce qu'il va falloir créer 500 et quelques logements sociaux. Donc, c'est comme ça. On n'y peut rien. En tous les cas, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci, voté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la révision libre de l'attribution de compensation. C'est par rapport au fonds d'aide aux petites entreprises. Michel, si tu veux. Merci, bonsoir à toutes et tous. Vous l'avez vu dans le dossier, donc il s'agit ici d'évoquer ce qui a été mis en place par la communauté de communes de Forest, qui a mis en place un fonds d'aide exceptionnel à destination de toutes les petites entreprises qui ont un point de vente sur notre territoire et qui évidemment ont été fortement impactées par l'épidémie de Covid. Donc je le rappelle pour les Vauchois et puis pour cette assemblée, c'est une aide qui prenait la forme d'une subvention forfaitaire de 1 000 euros. 1 000 euros qui se composait d'une participation directe de CCFE de 800 euros et une participation de la collectivité, donc de la commune de Vauche, de 200 euros. Nous avons donné un accord de principe pour que ce soit la communauté de communes qui gère l'ensemble de cette opération, à savoir l'instruction des dossiers, effectuer le versement des fonds après étude du dossier auprès des petits commerçants, et enfin de procéder, c'est ce qu'on évoque ce soir, à la révision des attributions de compensation à clôture de l'opération, donc l'opération qui a eu lieu donc, au mois de juin, puisque les petits commerces ont été interpellés à partir de juin pour formuler leur demande à cette aide qui a trouvé son origine par rapport au premier impact de la première vague Covid. Nous avons sur notre commune, vous l'avez vu dans le rapport, 21 commerces qui ont sollicité ces CFE, 18 commerçants ont été retenus, ce qui veut dire qu'il y a eu un montant total de versé de 18 000 euros et à la charge de la commune, il s'agira donc d'accepter les 3 600 euros de charge que nous devons prendre en compte. Donc par rapport à ce que je viens d'évoquer, on propose donc à l'Assemblée d'adopter le rapport que vous avez en annexe du 16 novembre 2020 de la CLET, de la communauté de communes de Forest, portant sur le mécanisme de répartition pour la révision libre de l'attribution de compensation 2021 de notre commune et de la fixation de l'attribution de compensation 2021 de la commune. Et puis de donner donc tous les pouvoirs à monsieur le maire ou à son représentant quant à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents afférents et nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. J'en profite également pour vous dire, avant de répondre aux éventuelles remarques ou interrogations, vous dire que le même type d'opération, on sera sollicité, on l'a déjà été, on a donné notre accord de principe. Le même type d'opération va être lancé début janvier à destination des petits commerces. Voilà, donc il y aura de la communication pour les informer quand cette opération va démarrer. Et elle concerne évidemment ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la deuxième vague du Covid. Très bien. Est-ce qu'il y avait des... Oui. Oui, j'aurais simplement voulu savoir quel avait été le moyen de communication vis-à-vis des commerçants de Vauche, parce qu'en fait, en regardant le rapport, je ne sais pas si vous allez pouvoir peut-être m'expliquer, mais j'ai vu que la ville de Feurs, qui est d'importance à peu près égale à Vauche, avait 68 petites entreprises qui allaient pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et puis Chazelles-sur-Lyon et Moron-les-Bains, également, ils en ont 30. Alors ça vient de quoi? Est-ce que les gens n'ont pas demandé Non, il y a beaucoup plus de commerces. D'accord. Il y a énormément... Je n'aurai pas le chiffre exact, mais à Feurs, on doit avoir plus de 200 commerces facilement sur la ville de Feurs, largement. Donc ça peut être une explication. Vous savez, moi je reste à l'heure où on se parle très humble par rapport à ça et à votre question, parce que sur la ville de Vauche aussi, il faut le savoir et il faut le dire, on est en train de se construire sur ce sujet. Il ne faut pas comparer la ville de Feurs avec la ville de Vauche. Les structures qui existent, et on aura l'occasion de l'évoquer en commission économique, les structures qui existent sur des villes telles que Feurs sont complètement différentes des nôtres et permettent à ces villes, c'est vrai, d'agir très très vite sur la communication, mais sur bien d'autres choses. Et j'ai bien l'intention qu'on évoque ça en commission parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a sincèrement des choses à faire. Mais la communication a été faite, elle sera refaite par la ville parce que ça doit démarrer normalement le 4 janvier par rapport à ces dossiers-là. Donc oui, on va s'assurer à faire carton plein au niveau de nos petites boutiques pour qu'elles sollicitent l'aide. Voilà. Parce que là aussi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains. Certains ont fait la demande. Il y a des critères d'octroi. Il faut être à la Chambre des métiers, à la Chambre des commerces, etc. Sinon, on n'y a pas droit. Il y a un nombre d'employés, etc. aussi. Puis certains ne l'ont pas fait.
ils ont des préoccupations, etc. Et je pense qu'on est là aussi pour les accompagner et les inciter à le faire, parce que c'est une aide qui est pas négligeable, quoi. Voilà. Il y en a qui ne l'ont pas fait, mais qui n'ont pas voulu le faire. Il y a ça aussi. Qui étaient au courant, mais qui n'ont pas voulu le faire. J'ai profité de ça aussi. J'ai connaissance d'au moins de deux commerces. On va passer au vote. Qui est contre? Oui, Gilles? Comment? Oui, c'est sur le rapport global. Oui. C'est sur les 3 165 000 de versement d'attribution de compensation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Commerce de détail alimentaire, avis sur les dérogations exceptionnelles dans l'interdiction du travail le dimanche qui est accordée par le maire au titre de l'année 2021. Donc là, c'est assez traditionnel, hein, comme demande. Les dérogations au repos dominical peuvent désormais donc être accordées par le maire à hauteur de 12 dimanches par an sur notre commune. La liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc pour cette année, pour l'année prochaine, et cette fin d'année, donc 2021, on doit prendre un arrêté afin de désigner les dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire serait supprimé. Donc nous proposons d'arrêter le nombre de dimanches à 3, à savoir les dimanches 3 janvier 2021, 19 décembre 2021 et 26 décembre 2021, conformément aux dispositions de l'article du Code du travail. Pour information, il y a donc 3 dimanches, et je crois que c'est la société Carrefour, il me semble, qui a fait la demande. Donc on vous propose donc de donner un avis favorable sur le calendrier 2021 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, 3 janvier, 19 décembre, 26 décembre 2021. Une remarque, deux remarques. Bonsoir à tous. Juste une interrogation que je partage avec vous. 3 dimanches dans l'année, on a la possibilité, j'ai cru comprendre, de beaucoup plus. Est-ce que l'association des commerçants de Vauche n'aurait pas souhaité que puisse y avoir quelques dimanches dans l'année, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2, qui puissent leur permettre de... Voilà, c'est une question, une interrogation. Ouais. Il faudrait que je leur en parle, mais à ma connaissance, ils sont au courant de cette possibilité-là depuis un certain nombre d'années. Ils ne l'ont jamais faite, mais je pense qu'on peut l'évoquer avec eux. Nos commerces, d'une façon générale, sont dans la souffrance. Est-ce qu'on n'aura pas pu imaginer quelque chose qui puisse leur permettre de... Voilà, je ne sais pas. Hein, peut-être aura-t-il fallu l'associer avec un événement qui aura lieu sur un week-end. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y avait des choses de prévues, côté commune, côté commerce et commune, parce qu'on travaille évidemment avec eux. Vous comprenez qu'avec la situation actuelle, on aurait pu. Ouais. Mais je crois que tout ça charge à nous tous, ici, d'organiser dans de meilleures conditions, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, c'est difficile pour l'année prochaine. Ce que vous évoquez, c'est une interrogation, mais il faudra qu'on aille dans ce sens l'année prochaine. Oui, nous, on avait juste une petite remarque qui va aussi dans ce sens, effectivement. Dans le cadre de la crise sanitaire, il nous semble qu'il aurait peut-être été intéressant d'octroyer 1 ou 2 dimanches de plus, notamment pour les commerces non essentiels qui ont dû fermer obligatoirement, ne serait-ce par exemple que pour la période des soldes. Voilà. Oui, vous avez raison, mais il faut qu'on en ait la demande. Oui, là, on est en train d'accorder ce qui a été demandé aujourd'hui par... Excusez-moi. Voilà, là, mais bon. Et là, la question portait sur le non alimentaire, non essentiel. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à la majorité, à l'unanimité. Mise en place des chantiers éducatifs sur la commune pour l'année 2021. Donc, c'est Brigitte. Oui. Bonsoir à tous et à toutes.
La ville de Vosges, donc, en lien avec le département, la mission locale et les travailleurs sociaux, souhaite renouveler les chantiers éducatifs sur l'année 2021, suite aux expériences très concluantes des 2 précédentes années. Le chantier éducatif n'a pas ambition d'insertion économique, mais plutôt d'aider le jeune à reprendre confiance en lui, à répondre à un besoin de reconnaissance, de valorisation, à mesurer sa motivation à effectuer un travail, à aider à adapter son comportement en intégrant en particulier les règles liées à la vie de groupe, à lui donner une première expérience professionnelle et donc à inscrire le jeune dans une démarche de citoyen actif. Il s'agit de faire découvrir à des jeunes le monde du travail et le système de protection sociale, leur permettre de financer des projets personnels et les valoriser, les revaloriser au travers du travail accompli. Revalorisation personnelle aux yeux de leurs parents, mais aussi au regard des autres adultes. En participant à des travaux liés à un intérêt général, se créent ainsi des liens avec les habitants et les institutions. Ces chantiers ont pour objet, dans un cadre réglementé, de développer la mise en situation de travail en contrepartie d'une rémunération. Ce dispositif s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans. La prise en charge financière est répartie entre le département 50% et la commune 50%. Le coût horaire 2020, après revalorisation du SMIC, était de 16,80 € à l'heure. Il restait 8,40 € à la charge de la commune. Ce projet impliquera, comme en 2019 et 2020, différents services communaux, notamment le pôle aménagement et cadre de vie, le service des affaires sociales, CCAS et le pôle enfance-jeunesse. Considérant qu'il paraît important de renouveler ce dispositif sur la commune pour l'insertion sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la mise en place du dispositif des chantiers éducatifs sur la commune, de l'autoriser, lui ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à la finalisation de ce dossier. Avant de procéder au vote, je demande à Monsieur le maire si Martine Desgouttes, qui est à l'origine donc de ces actions, pourrait apporter quelques compléments. Je lui en avais fait la demande. Merci. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est un dispositif qui a été créé sur Vosges en 2019, qui n'existait pas jusqu'à présent, alors qu'il existe au conseil départemental depuis de nombreuses années. C'est un partenariat qui permet effectivement à des jeunes en difficulté, soit au niveau scolaire, soit dans leur recherche d'activités professionnelles futures. Et ça leur permet une première mise en situation de travail pour répondre à un projet qu'ils ont. Ce dispositif est un des rares dispositifs qui permet d'accueillir les jeunes à partir de 16 ans, même si on est très vigilant dans notre accueil en réalité sur les enfants mineurs. Mais voilà, il y a une possibilité d'accueillir des enfants à partir de 16 ans, des jeunes à partir de 16 ans, pardon. Et sur la ville de Vosges, il est mis en place exactement dans l'esprit de ce dispositif, c'est-à-dire que le travail est fait en amont avec les services de la mairie, qui travaillent sur les possibilités d'accueil, sur ce qu'ils ont à offrir et quelle personne pourra parrainer ces jeunes, puisque l'important c'est de les accompagner tout au long de leur parcours. Et une fois qu'on a déterminé quel service et pour quel nombre d'heures ces jeunes peuvent être accueillis, une demande est faite au conseil départemental qui, elle, finance un nombre d'heures qu'on répartit comme bon nous semble, sur la commune, soit sur la période de l'été, soit sur une période beaucoup plus longue au niveau de l'année, effectivement sur tous les services. Voilà. Et ce dispositif donc, est financé 50% par le département, 50% par la commune. Et on a mis en place une espèce de mini-jury pour sélectionner les jeunes qui seront accueillis en partenariat, comme l'a dit Brigitte, avec les travailleurs sociaux et la mission locale, afin de répondre à un réel besoin de ces jeunes. Voilà. Merci. Avez-vous des remarques? Oui, madame. Pourrait-on connaître le nombre de jeunes vauchois âgés entre 16 et 25 ans, ainsi que le nombre de jeunes ayant participé à ces chantiers cette année?
Alors, moi, je ne vais pas avoir le nombre de jeunes. En fait, ce dispositif fonctionne en nombre d'heures. Je crois que c'était 1400 heures qu'on avait eues. Et ensuite, selon les années, ça peut être un jeune qui travaille sur un mois complet selon le projet qui est proposé par le service de la commune, ou des jeunes qui font simplement quelques heures. Voilà, il me semble que c'était 1400 heures sur les années précédentes. Mais je ne suis pas certaine. Hein. Si, c'est à peu près ça, mais moi, on donnera le chiffre plus précis, voilà. si tu veux noter. C'est assez inégalement réparti, hein, puisque c'est à la fois le projet du jeune et les possibilités d'accueil des services de la mairie. Comme tu l'as précisé, ouais, c'est vrai, c'est un nombre d'heures. Et on pourra retrouver par contre le nombre d'enfants âgés de 16 à 25 ans qui ont participé à ces chantiers. Oui, Gilles ? Oui, c'est très intéressant comme dispositif. Par ailleurs, est-ce qu'on a des encadrants formés ou des référents pour faire le bilan de leur action ? Le bilan se fait avec effectivement les responsables de services qui ont accueilli ces jeunes et les travailleurs sociaux et le responsable de la mission locale avec lesquels on a travaillé en amont. Il y a effectivement toujours un bilan qui est fait. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Voté à l'unanimité. Convention de délégation de compétences entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de Vauches pour l'organisation de services de transport routier de voyageurs. Donc effectivement, l'autorité organisatrice de Segoran, qui a été nommée de la commune, exerce alors les compétences déléguées au nom et pour le compte de la région, selon les modalités fixées dans la présente convention. Donc le maintien des services de transport routier de voyageurs gérés par la commune de Vauches depuis plusieurs années nécessite une délégation de la région. Donc c'est la convention en quelque sorte qu'on va vous demander d'approuver. Et donc l'autorité organisatrice de second rang peut choisir d'exécuter les services en régie ou confier leur exécution à un prestataire de son choix, s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport de personnes, en particulier l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié, et détermine librement la politique tarifaire applicable sur les services délégués, s'engage à respecter la réglementation en vigueur concernant la passation et l'exécution des contrats. Donc vous avez en pièces jointes, il y a plusieurs transports, donc les transports de collège avec qu'on appelle le V1, V2, V3, qui desservent bien évidemment tout le collège, toujours le collège, à partir de la mairie, de lotissement dit Clermatin et de la Croix-Borne. Et également, il y a les transports élémentaires et maternels qu'on appelle V4 et V5, qui partent du Gabion, Joursey, Croix-Borne, Mazourennoc, Saint-Genès, Pierre-Ronsard, rue Barthélemy-Villemagne, avenue du Général de Gaulle, qui s'arrête à l'école maternelle Glycine et qui poursuit à l'école élémentaire Glycine. Et puis de l'autre côté, le V5, c'est la rue Jean Giono, donc l'allée des Platanes, le Petit Volvon, la rue des Vernes, l'avenue Henri Planchet, l'avenue d'Andrézieux, chemin des Murons, rue Robert Schumann, avenue d'Andrézieux, chemin des Granges, qui dessert le groupe scolaire Pagnol et ensuite qui va au groupe scolaire Saint-Laurent. Vous avez également le nombre d'enfants, d'élèves, c'est 46 élèves pour le V1 plus 17, donc 63. Après, vous avez 12, 29, 17 et 5, 63 également. 63 également pour le V3, 9 pour le V4 et 18 pour le V5. Est-ce que vous aviez des observations ? Oui, juste pour savoir, est-ce que cette délégation de compétences est nouvelle ou est-ce que ce type de convention existait déjà auparavant ? Et est-ce que ça va, par exemple, permettre de proposer des arrêts supplémentaires ou de modifier les arrêts actuels pour que ça colle au mieux aux besoins réels des familles ?
Et ça, c'est ma première question. Allez-y. Donc la région est autorité organisatrice de la mobilité. Donc c'est elle qui prend la compétence, mais qui ne peut pas s'occuper de tout, donc qui redonne délégation aux communes qui en exerçaient la compétence. D'accord. Et autre question, est-ce que cette compétence fait partie de celle qui pourrait être confiée à terme à CCFE ou est-ce que ça va rester une compétence régionale? Alors on est en pleine réflexion au niveau de CCFE, puisqu'il va falloir qu'on prenne la décision d'être, soit les EPCI gardent la compétence mobilité, c'est-à-dire autorité organisatrice de la mobilité, soit elle redonne tout à la région. Ce que va faire, je pense, CCFE, donc ça c'est les communes qui vont décider. Elles ont jusqu'au 31 mars pour se décider et pour avoir une délibération. Donc nous allons nous étudier le cas au niveau de CCFE. Je pense qu'on va tout redonner la compétence à la région et qui va, elle, nous redonner certaines compétences parce que quand on ne prend pas la compétence au niveau des EPCI, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une communauté nouvelle qui se crée pour ça. Et il y avait une autre condition que j'ai plus en tête. Il y avait deux conditions pour revenir en arrière. Et malgré tout, le PCI ne va pas prendre la délégation pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va falloir embaucher du personnel parce qu'il va falloir créer un service au sein de la communauté de Forêt-Est qui va coûter de l'argent à la communauté. Donc, ils vont tout transférer à la région et la région, par des conventions, elle va retransférer aux EPCI sur certains points, sur la mobilité, sur le transport, parce que ça concerne aussi les navettes communales. Donc, c'est tous ces petits pavés là que la région va redonner compétence aux EPCI. D'accord, donc la commune aura toujours possibilité de garder un œil sur les tarifs, sur les arrêts, sur différentes choses. C'est nous en fait, c'est la loi qui nous l'oblige, mais on va garder quand même la compétence, on aura l'œil sur tout. C'est nous qu'on va gérer nos arrêts, nos transports, jusqu'à nos groupes scolaires et collèges. D'accord, merci. Juste pour information, le coût à peu près de la prestation des 5 circuits, l'ordre de grandeur. Je ne l'ai plus en tête. Hein? On prend la question. Et combien payent les enfants? Tout à fait. On répondra, Gilles. Et le coût. Donc on vous demande d'approuver la convention et d'autoriser à signer la présente convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Nous passons à la location salle de l'escale et les abords extérieurs. C'est le tarif. Bonsoir à tous. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 17 décembre 2019 par laquelle ont été fixés les derniers tarifs des locations des salles de l'escale et de ses abords pour 2021. Donc aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est les tarifs 2022. Donc nous vous proposons de remettre les mêmes tarifs que pour 2021, c'est-à-dire sans augmentation. Il y a simplement deux petits changements.
Le premier, habituellement, les locations commencent au 1er janvier de l'année suivante. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2021, on aurait dû ouvrir les locations pour 2022. Donc cette année, nous avons décidé d'ouvrir les locations qu'à partir du 1er avril 2021 pour l'année 2022, pour la raison qu'en fait, on se donne un peu plus d'aisance pour construire notre saison culturelle. Parce que les agences de production lancent les tournées des artistes de plus en plus tard. Et en fait, début janvier, on n'a jamais fini de monter notre programmation. Et en fait, après, on se rend compte qu'on n'a plus les dates de l'escale disponibles. Voilà. Donc, les locations seront ouvertes à partir du 1er avril. Pendant un mois, ça sera ouvert pour les Vauchois. Et à partir du 1er mai, pour les extérieurs. La deuxième modification, c'est sur le point, donc le nombre de jours de location des salles est limité à 5 jours par entité et par an. Jusqu'à présent, c'était limité à 3 jours par entité et par an. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques associations vauchoises qui faisaient la demande de plus de 3 jours et on était tenu par le règlement, on ne pouvait pas leur l'accorder. Donc voilà pourquoi on le modifie cette année. Là-bas. Une question. Oui, par rapport à la présentation, est-ce qu'il serait possible les autres années, parce que là c'est le même prix, mais je veux dire que ne sachant pas si c'était les mêmes prix que la dernière fois, on a repris les anciens documents. Donc au moins le préciser. Et si les prix sont modifiés, si on peut avoir le N-1 sur les tableaux. Et il m'avait semblé que l'an passé, il y avait un tarif différentiel pour les entreprises qu'on ne retrouve pas là. Est-ce le cas? Ou c'est moi qui me trompe? Il me semble que les entreprises payaient un peu plus cher l'année dernière. Il y avait une rubrique entreprise. Alors, en fait, on a revu un petit peu le tableau pour qu'il soit un petit peu plus clair. Donc, on l'a classé par Vauchois et ensuite extérieur. En effet, votre remarque est judicieuse. On avait mis l'année dernière un tarif pour les entreprises extérieures différent des associations extérieures. C'est vrai qu'on n'en a pas eu la demande. Cette année, on l'a réétudié en se disant c'est un petit peu dommage de mettre un tarif différent. Donc, on est reparti sur ce qu'on avait habituellement les années antérieures. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre, par exemple, d'entreprises qui font appel à la location de cette salle dans l'année? Alors, entreprise vauchoise ou entreprise extérieure? Non, entreprise vauchoise. Est-ce que... Alors, c'est pas énorme hein, au niveau des entreprises. C'est très souvent soit pour des assemblées générales, soit pour des comités d'entreprise qui la prennent pour notamment pour faire leur arbre de Noël. Voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Personnel territorial, renouvellement de la convention d'adhésion au service optionnel Pôle Santé au travail créé au sein du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. Oui, donc ici c'est le renouvellement d'une convention qui existe déjà. On va dire que c'est la médecine du travail hein, qui opère au sein de la collectivité, donc de notre commune. Donc, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a créé des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande. Donc on en avait fait la demande. On expose ici donc, que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à notre commune un projet de convention dédié à la médecine professionnelle et préventive. S'agissant d'une mission particulière, le CDG donc, propose cette délégation qu'elle s'effectue par une convention, donc il y aura une durée de 3 ans, donc à compter du 1er janvier jusqu'à fin 2023. Nous pourrons éventuellement la dénoncer au besoin, donc avec un préavis de 6 mois, et il y a une tarification qui est fixée au 1er janvier de chaque année par le conseil d'administration.
Cette solution qui nous est proposée a un double avantage, d'abord de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu'en fonction de nos besoins. Puis de plus, c'est une grande aide pour nous que d'avoir, on va dire, un pôle santé qui s'occupe de la santé au sein de notre commune, parce que la réglementation est telle aujourd'hui que c'est vraiment un boulot de professionnel, enfin je le dirais comme ça. On n'a pas forcément toutes les compétences non plus en interne. Donc comme la médecine du travail, en fait, le pôle santé, qu'est-ce qu'il fait? Il assure tout au long de l'année les examens médicaux réglementaires au sein de nos communes. Il nous assiste également, c'est une veille, et vous l'avez vu dans la convention, c'est une veille sur les conditions de vie et de travail au sein de la commune. Il nous donne également un avis sur l'adaptation des postes, quand il y a des modifications de postes par exemple, etc. Il donne son avis, il nous conseille sur les conditions de travail, puis enfin sur les conditions de risque et de nuisance au travail. Et puis on peut le solliciter également lorsqu'on fait des aménagements au sein de la commune, de bureaux, d'espaces, etc. Donc on peut également les solliciter pour voir qu'on est bien en réglementation et qu'on est en capacité d'assurer, je dirais, un maximum de préservation de santé au travail de nos agents. Donc on renouvelle cette convention, c'est ce qu'on vous propose ce soir. On vous propose d'accepter la proposition suivante, donc de charger le service optionnel pôle santé au travail créé par le CDG de la fonction publique territoriale de la Loire, de prendre en charge le soin de mettre en œuvre la surveillance médicale préventive au profit des agents de notre collectivité à compter du premier jour du mois qui va suivre la décision de l'Assemblée, c'est-à-dire le 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans jusqu'à décembre 2023. J'évoquais le coût de l'adhésion tout à l'heure. Il a été établi par délibération du conseil d'administration du CDG en date du 6 novembre 2020 pour l'exercice 2021, sur la base d'une cotisation annuelle par agent de 94 €. Et dans ces 94 €, il est compris 7 € de frais de gestion. Voilà, les crédits correspondants sont inscrits évidemment au budget de la commune. Y a-t-il des observations ? Quel était le coût par agent pour l'exercice de 2020? Pardon, le coût par agent? Oui, en 2020. 2020, 2019 non plus, je ne sais pas, donc on vous répondra avec le compte-rendu. Y a-t-il d'autres observations? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Mise en place d'un véhicule de fonction par nécessité de service. Oui, et donc considérant que l'article 21 de la loi 21 de la loi numéro 90-1067 du 28 novembre 1990, modifié par la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorise l'attribution d'un véhicule de fonction par nécessité absolue de service aux agents occupant notamment l'emploi fonctionnel de directrice générale des services d'une commune de plus de 5000 habitants. Donc, considérant que le véhicule de fonction est un véhicule affecté à l'usage privatif de fonctionnaires occupant certains emplois fonctionnels pour les nécessités du service ainsi que pour leur déplacement privé, considérant que le directeur en poste ne dispose pas d'un logement sur la commune, considérant que le véhicule en question sera de type véhicule de tourisme et que la commune prendra en charge les dépenses de carburant, considérant que cette mise à disposition constitue un avantage en nature soumis à cotisation et à déclaration. Je vous propose d'attribuer à la directrice générale des services de la commune de Vauche un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service. Magali. Oui, alors ma question, elle est simple. Pourquoi un véhicule de fonction plutôt qu'un véhicule de service? En effet, pour la collectivité, l'impact financier entre un véhicule de service et un véhicule de fonction, qui est effectivement un avantage en nature, est tout à fait différent. Ce n'est absolument pas la même chose. Et de plus, autant l'employeur peut retirer ou limiter l'avantage d'un véhicule de service, autant ce n'est pas possible dans le cas d'un véhicule de fonction, puisqu'il faut impérativement avoir l'accord de l'intéressé pour le lui enlever. Donc, pourquoi un véhicule de fonction plutôt qu'un véhicule de service?
Parce que c'est un service, c'est pas un service, c'est pas pour un service, c'est pour un agent, pour la directrice qui est en fonction, directrice générale des services. Donc ça sera un véhicule de fonction et non pas un véhicule de service utilisé par tous les membres du service. Je ne comprends pas bien la nécessité de service. Vous indiquez que la DGS que vous avez nommée en effet du 1er 11-2020 ne dispose pas de logement sur Vauche. Renseignement pris, M. Rome et M. Paton ne demeuraient pas sur Vauche et n'avaient pas à disposition de véhicules de fonction. Oui, tout à fait. C'est qu'ils n'ont pas voulu de véhicules de fonction. C'est tout. C'est un droit qu'on a pour les emplois fonctionnels d'attribuer un véhicule de fonction. Oui. Alors, d'après renseignement, Madame Kefelec aurait, donc c'est un conditionnel, profité d'une voiture de fonction dans son poste précédent de directrice des services techniques, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Vous n'êtes pas impliqué, monsieur le maire, puisque ce n'est pas vous qui avez signé le contrat. Mais pouvez-vous confirmer ou infirmer ce point? Aussi, la demande d'aujourd'hui de valider une voiture de fonction ne serait-ce pas pour régulariser cette situation délicate? C'était pas une situation délicate. Ce qu'a fait mon prédécesseur, ça ne concerne que lui. Moi, je suis rentré en fonction le 3 juillet. Nous sommes en pleine réorganisation du service. On a décidé d'un accord commun avec l'ancien DGS qui ne voulait pas poursuivre dans la fonction, qui est passé directeur des administratifs. Sophie Kefelec, qui était DST à l'époque, est passée directrice générale des services et ça fait partie de sa fonction. C'est un emploi fonctionnel. Donc, nous lui octroyons la possibilité d'avoir un véhicule. Après, je n'ai pas à commenter de ce qui s'est passé, moi, avant. Moi, ce qui me concerne, c'est mon mandat. Donc, il a débuté le 3 juillet. Et ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas du tout. Comment? Je ne confirme rien du tout. Je dis simplement ce que la loi m'autorise à faire. Après, ce qui a été fait avant, est-ce que c'était, d'après la loi, une interdiction ou une... Je ne sais pas du tout au niveau des accords qui avaient passé, moi, et puis ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, je vous parle du 3 juillet. Le 3 juillet, oui, je suis dans la légalité des choses. Donc, voilà. Et je m'en tiendrai là jusqu'en 2026. D'accord. Donc, vous, ni vous confirmez, ni vous infirmez. Mais je n'ai pas confirmé ni infirmé. D'accord. Donc, je vous le répète encore, je suis là depuis le 3 juillet. Mais je le sais, monsieur le maire, je le sais, voilà. Vous êtes là depuis le 3 juillet. C'est tout. Moi, ce qui me concerne, c'est mon service et puis la réorganisation que nous mettons en place actuellement. D'accord. Alors, simplement, je ne voudrais pas que ça devienne de l'acharnement contre Madame la directrice générale des services. Simplement, à titre de curiosité pour mon information personnelle et celle du conseil municipal, quand on parle de véhicules de fonction, on parle de quel genre de véhicule? C'est-à-dire le nombre de chevaux, etc. C'est une C3, alors... Quoi Non, parce que je dis ça parce que j'ai cru comprendre que ça devait figurer dans la délibération. Non. Non? Pas spécialement, non. Oui, le type ne figure pas dans le machin. Il me semble que si. Mais moi, je vous le dis, c'est une C3.
Oui, plusieurs choses. Pour rebondir sur la question que posait M. Deschandons, Monsieur le maire, vous êtes en activité, vous êtes maire depuis le 3 juillet. La question posée, c'est est-ce que la directrice des services techniques avait à disposition un véhicule de fonction? Elle a été nommée DGS au mois de novembre, donc au mois de juillet, vous étiez donc maire. Entre le mois de juillet et le mois de novembre, si c'était un véhicule de fonction, les frais vont être pris en charge par la mairie. Donc ce serait bien qu'on le sache si c'était un véhicule de fonction. Ça, c'est la première chose. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'un véhicule de fonction, c'est un impact très important par rapport à la commune. Vous précisez dans la délibération qu'on prend en charge donc, les frais d'essence. Vous avez omis également de préciser que, naturellement, on prend les dépenses d'acquisition, les dépenses d'entretien, ce qui n'est pas rien, et les frais d'assurance. De plus, comme il s'agit d'un avantage en nature, le véhicule est soumis aux charges sociales pour ce qui concerne les déplacements privés, et ça ajoute de plein droit des points retraite pour la personne. Avez-vous chiffré le coût total qui devrait être pris en charge par les Vauchois en leur qualité de contribuables? Voilà. Et compte tenu de la législation en vigueur, savoir pour la possibilité d'un DGS, il faut savoir que la loi autorise donc une collectivité à autoriser un DGS à effectuer ses trajets domicile-travail, donc il suffit de faire un avenant au contrat de travail. Donc c'est pour ça que nous, notre groupe, on estime qu'un véhicule de service avec cet avenant-là répondrait tout à fait aux besoins de la DGS tout nouvellement nommée. Et puis on ajoutait également que dans le cadre de la démarche développement durable, un véhicule électrique serait un choix très judicieux. Voilà. Et pour conclure, nous on pense qu'on ne peut pas avoir deux langages au niveau de la commune. On ne peut pas d'un côté prôner le désendettement et d'un autre engendrer des frais supplémentaires pour les Vauchois. Pour notre groupe, on votera contre. J'ai bien pris acte de vos remarques. Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? 6. Merci. Voté à la majorité. L'ordre du jour est épuisé. Je vais toutefois répondre à des questions qui m'avaient été posées concernant donc le marché de Noël du 20 décembre, donc à la place Abbé Blard de 10h à 19h, donc les mesures de sécurité. Donc nous avons tenu à poursuivre le marché de Noël, étant donné que ça faisait partie des animations de fin d'année. Nous avons pris également la décision, nous avions pris la décision de maintenir un concert à l'Escale qui avait lieu le 11 décembre, mais malgré tout, avec les décisions gouvernementales et préfectorales, on nous a interdit, donc, puisque c'était prévu le 11 décembre, on a reporté, on nous a dit qu'on pouvait utiliser les salles de l'Escale après à partir du 15, sauf que donc on a reprogrammé les stenteurs, c'était le concert des stenteurs, au 18, c'est ça 19, au 19. Le 19, malheureusement, ces derniers jours, on a demandé à ce que les salles soient fermées jusqu'au mois de janvier. Donc les stenteurs, on a été encore une fois obligés de les rappeler pour leur dire qu'on annulait tout. Malgré tout, on a voulu conserver le marché de Noël pour avoir quelque sorte une animation sur Vauche en cette période difficile et de cette fin d'année. On a voulu maintenir, bien sûr, en respectant toutes les règles, le protocole sanitaire. C'était prévu, donc il y avait 25 stands, 25 stands, plus des animations, jusqu'à hier. Hier midi, on a travaillé hier matin sur l'organisation pour ce week-end. Et malheureusement, dans l'après-midi, à 15h, la préfecture nous a appelés pour nous dire que les spectacles, il y avait prévu un spectacle de marionnettes, il fallait l'annuler. Les échassiers, il fallait les annuler.
les poneys qui devaient faire le tour du parc Manini, eh ben, là aussi, ça a été annulé. Donc, nous maintenons malgré tout les stands comme ça, et en respectant bien évidemment le protocole sanitaire. Donc, conformément à la réglementation, la ville de Vauches a déposé un dossier rassemblement et manifestations diverses auprès de la sous-préfecture vendredi 11 décembre, 7 jours avant l'événement. Le lundi 14 décembre, la municipalité a obtenu l'autorisation d'organiser son marché de Noël artisanal et de producteurs programmé le dimanche 20 décembre, malheureusement sans les animations prévues. Toutes les mesures de sécurité seront mises en place sur le site du marché de Noël, organisé place Abbé Blard de 10h à 19h. La patrouille pédestre sur le site par la police municipale en liaison radio, présence de 3 policiers municipaux, 2 ASVP, 1 gendarme. Les agents s'assureront du respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. Comptage à l'entrée et à la sortie par la police municipale. Sens de circulation formalisé au sol et barriérage. Une seule entrée, une seule sortie. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Les agents postés à l'entrée disposeront de masques à donner au public en cas de nécessité. Interdiction au public de circuler dans les stands. 5 bornes de gel hydroalcoolique sur le site. Des affiches rappelant les gestes barrières. Et il n'y aura pas de manège, pas de dégustation et pas de buvette. Voilà concernant la réponse de l'interrogation concernant le marché de Noël. Maintenant, je voudrais revenir sur deux sujets. Le premier, donc, je vais m'adresser à tous les élus, bien évidemment, majoritaires comme minoritaires. C'est des problèmes de communication. On est élus quand les concitoyens nous interpellent dans la rue ou n'importe quel moment. Il faut, si on peut répondre sur la problématique que rencontrent ces personnes-là, bien évidemment, on répond. Quand on ne peut pas, eh bien évidemment, il faut leur répondre qu'il y a un service à la mairie qui est géré par Mme Kefelec, qui est la directrice générale des services, et je voudrais que toutes les affaires passent par la directrice générale des services, qui, elle, va dispatcher dans les différents services pour avoir les réponses, et ça repartira dans l'autre sens, l'ascenseur. On communiquera à toutes les personnes. Alors moi je communique parce qu'il y a eu, Madame Roche, ça concernait un SMS que vous m'avez envoyé concernant un problème pour des enfants de l'école maternelle Pagnol, des problèmes rencontrés apparemment avec du savon puisque ces enfants rentraient chez eux avec des rougeurs. La personne que vous avez eue, eh bien évidemment, moi je pense que vous pourrez lui faire un retour. La moindre des choses, c'est qu'elle appelle la mairie et qu'elle communique justement, et puis toutes les interrogations qu'elle peut avoir au sujet de la santé de son petit et peut-être d'autres enfants de la maternelle Pagnol. J'aimerais bien que ça passe par la directrice générale des services qui prendra tous les renseignements possibles auprès de l'éducation nationale, auprès des institutrices et bien évidemment donnera la réponse à chaque famille qui en fera la demande. Les enfants, à savoir que moi j'ai pris quand même des renseignements sur ce sujet-là, les enfants se lavent les mains 8 à 10 fois par jour. Les problèmes, il peut y avoir des mains, bien sûr, qui sont irritées à force de trop savonner. Et il y avait des problèmes certainement d'enfants qui avaient de l'eczéma. Donc dans ces cas-là, il faut aller consulter un médecin qui va prescrire certainement de la crème pour les peaux sensibles. Il a été mis en place un dispositif, un protocole d'accueil individualisé. Les savons qui sont de très bonne qualité, des produits de très bonne qualité et utilisés depuis plus de 10 ans, n'ont porté aucun problème. Les savons ont été malgré tout changés entièrement. L'éducation nationale a été avertie. Donc les parents et les enfants ont été avertis également. Et ça concernait une dizaine d'enfants. Donc moi j'aimerais bien qu'à l'avenir, quand il y a des problèmes comme ça, on passe par les services pour apporter des réponses. Parce que
communiquer, je ne suis pas trop content, communiquer sur des réseaux Facebook. Moi, je pourrais aller plus loin avec de la diffamation, parce que dire que la mairie ne s'occupe de rien du tout et qu'il ferait mieux de s'occuper des gamins ou quoi que ce soit. Donc ça ne me plaît pas bien, ce genre de commentaire qui peut circuler. Donc la prochaine fois, vous pourrez lui dire à cette dame que la prochaine fois, je l'emmènerai au tribunal pour diffamation. Concernant le problème des chevaux en divagation ce week-end, encore une fois, je ne sais pas si c'est la famille qui veut s'acharner contre la municipalité, puisque c'est la même famille. Donc, c'est peut-être une coïncidence. Je ne veux pas faire de rapprochement dans ces deux affaires. À savoir que samedi, les chevaux, ils étaient peut-être parqués, mais c'est de la responsabilité du propriétaire d'avoir un bon parquage. Donc, si monsieur, je ne dirais pas son nom, mais il a constaté que ces barrières ou son enclos était ouvert ou détérioré, je lui conseillerais d'aller porter une main courante à la gendarmerie. Samedi, moi j'ai été averti, on a quand même eu le central de Saint-Étienne qui a été averti de cette histoire, qu'il a fallu appeler la gendarmerie de Chazelles-sur-Lyon pour descendre. J'ai fait participer mes 2 policiers municipaux à courir après des chevaux qui pouvaient avoir des accidents. Il pouvait y avoir des accidents puisqu'ils sont remontés quand même sur la route de Saint-Bonnet-les-Oules. C'était des chevaux qui font plus de 800 kilos. Donc il a fallu passer beaucoup de temps pour remettre des chevaux dans un enclos. Donc moi, ça a un coût, ma police municipale. Donc on a voté, en plus vous avez voté, au mois d'octobre pour tout ce qui était divagation. Donc je ne reviendrai pas sur la décision. S'il y a un quelconque problème, qui me fasse part de son interrogation et puis de toutes ces questions qui peuvent se poser par rapport à la verbalisation que je veux mettre en place. Donc il peut me proposer un rendez-vous, je le recevrai bien évidemment, et puis je lui ferai part de ma décision. Mais il ne faut pas toujours passer par les intermédiaires des uns et des autres. Moi j'aimerais bien que les personnes en question, quand il y a des problèmes, qu'ils les fassent remonter encore une fois vers la directrice générale des services et on lui répondra à ces problèmes. Je vous remercie, monsieur le maire. Au moins là, ce sera clair. Désormais, si j'ai bien compris, lorsqu'un élu, quel qu'il soit, a une demande donc d'un vos choix, enfin d'un concitoyen, où il sait répondre, ou c'est Mme Kefelec qui s'occupe de faire la réponse. Tout à fait. Hein, d'accord. Et je pense que ce monsieur il est peut-être en train d'écouter le conseil municipal, il a la réponse, sinon je l'inviterai à écouter vos réponses, puisque vous avez simplement dans le SMS qu'il m'avait adressé pour l'école Pagnol, il avait préalablement signalé les faits à Mme Rioux. Enfin, moi, c'est ce qui était noté. Hein. Donc, moi, ne sachant pas, c'est vrai que j'ai préféré vous contacter, puis contacter Mme Rioux, puisque c'est elle qui s'occupe de l'éducation. Enfin, maintenant, ce sera beaucoup plus simple, puisque Mme Kefelec répondra à toutes les demandes. Je ne sais pas pourquoi Mme Rioux, parce que Mme Rioux, déjà, elle n'était pas d'astreinte, elle est en maladie, mais pour le savon, pour le savon, le savon... Madame Chancrin, qui était de permanence pour les chevaux, et j'avais envoyé Madame Rioux par rapport à l'éducation, puisqu'elle était en fonction à ce moment-là. Donc j'avais joué le jeu de dire, on informe le maire, mais également l'adjoint. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs depuis qu'on était élu, monsieur le maire. Tout comme vous nous avez dit qu'on pouvait... J'en profite. Hein, vous nous avez dit, lorsqu'on est allé faire la présentation de l'ensemble des salariés, que nous pouvions contacter, donc éventuellement questionner les salariés. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ou est-ce que, vu qu'il y a une nouvelle DGS, les choses ont changé? Alors,
qu'on a sur les lieux de travail pour parler aux salariés, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une chef de service, comme on l'a dit actuellement. Les salariés, ils ont été informés également, tout agent a la possibilité de me rencontrer à n'importe quel moment quand ils ont des soucis particuliers qui ne veulent pas étaler à leur chef de service. Je suis tout disposé à les recevoir, à les écouter. Pour toute autre demande, il a été demandé de se rapprocher de Sophie Kefelec, qui maintenant est la nouvelle directrice générale des services, qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, tout va passer par elle. Je préfère faire le système de l'ascenseur, c'est-à-dire que les informations partent du bas pour monter vers le haut et les réponses vont revenir du haut pour aller vers le bas. Je vous remercie. Le conseil municipal. Oui. Oui, c'est une question qu'on vous avait posée par Les écrit. les C'était pour les purificateurs d'air. purificateurs d'air. Est-ce que vous avez prévu d'en acquérir, sachant qu'il y en a un par école qui est déjà financé par la région? Voilà. Non, parce que c'est après divers renseignements, il nous faudrait une quantité trop importante pour purifier l'air, parce que c'est par volume et par mètre cube de chaque classe ou chaque cantine, je ne sais plus les cantines, et ça ne suffirait pas. Et vu le prix et ce que nous donnerait la région, ça serait des dépenses inutiles. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'on a le droit de se parler entre nous, en fait? Ou est-ce qu'il faut toujours que tout passe par Madame Kefelec? Comment? Genre, pour des travails en petits groupes, est-ce qu'on peut continuer de travailler en petits groupes ou pas? Alors, ça c'était le problème des commissions. Les commissions, vous avez un adjoint qui organise donc ces réunions dans chaque commission. Les commissions, vous voyez les problèmes ensemble, mais après, il ne faut pas aller vers j'en sais, je crois que vous me parliez du pôle enfance-jeunesse, non, c'est ça? Dans mon cas, c'est pour la commission éducation-jeunesse. Éducation-jeunesse. Moi, je ne suis pas favorable à ce que chaque personne de la commission aille à l'intérieur du pôle enfance-jeunesse. Déjà, je peux vous rappeler qu'on est déjà en protocole sanitaire. Non, mais je n'y suis pas encore allée, mais je me posais la question. Il faut respecter les gestes barrières. On est en plan Vigipirate. Donc, moins il y aura de personnes dans les locaux, mieux ça vaudra. Après, pour la suite, et bien évidemment, tout ce qui est commission, vous travaillez en commission, mais il ne faut pas, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas aller questionner des agents sur leur lieu de travail, parce que ça perturbe toute l'organisation. Si chacun fait sa petite salade dans le machin, on ne va plus pouvoir travailler. Et les agents, ils sont perturbés, puisqu'on leur a donné comme discours qu'il fallait à chaque demande, qu'il fallait qu'ils voient avec le responsable. Le responsable, après, ça passe par la directrice générale des services. La générale des services passe par la responsable pour donner la réponse aux agents. Donc, si chacun fait sa petite sauce, on ne va jamais s'en sortir. C'était pour connaître l'aspect pratique. Voilà, c'est tout. C'est clair. Oui. Merci. Oui, Michel. Oui, je voulais juste rajouter, parce qu'effectivement, on a quand même mis un organigramme en place avec des principes. Monsieur le maire l'a rappelé, nous, ce qu'on tient à ce qu'on respecte ces principes. Dans le cadre des commissions, je pense que c'est important que le vice-président de la commission, ou la vice-présidente, puisque c'est un élu, généralement, c'est par lui qu'il faut passer. On ne dit pas qu'il ne faut pas parler aux gens, mais ça s'organise. C'est-à-dire qu'y aller comme ça spontanément, même si dans la commission on a pu le faire, et le dire, il faut faire attention à ça parce que ça perturbe effectivement les agents. Moi j'ai eu des discussions sur ces sujets avec les agents où effectivement on est en train de leur parler de choses parfois qui ne sont pour nous que des projets. Donc ça ne veut pas dire que le projet ira à son terme, etc. Et ça peut quelque part générer chez eux des interrogations, des craintes, etc. ou de faux espoirs. Donc il faut être vigilant avec ça, mais
on peut très bien organiser et rencontrer les personnels de la commune, hein, monsieur le maire. Dans la mesure où on organise ça, on le prévoit et on peut même les inviter pour certains, pour avoir leur avis ou les questionner au sein des commissions. Ça, c'est pas gênant. Mais il faut surtout qu'on l'organise. Parce que ça, après, ça perturbe, quoi. Il y a quand même 9 commissions, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. 9 commissions. Voilà, il faut qu'on reste vigilant là-dessus, quoi. Non, mais bien sûr, mais il faut connaître le mode d'emploi, quoi. Voilà. C'est tout, en fait. Mais je pense qu'on en reparlera ensemble, Oui. puis on définira dans les commissions respectives, enfin on rappellera ces modes opératoires, et puis je pense qu'il n'y aura pas de sujet, il n'y aura pas de souci. Très bien. Merci à toutes et à tous. Donc je lève la séance du conseil municipal. Avant toute chose, il faudra venir signer les registres. Et puis je voudrais également vous souhaiter à toutes et à tous, malgré tout, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, respectons bien évidemment les gestes barrières. Et ça sera un Noël un peu particulier, un jour de l'an la même, mais il faut qu'on fasse tous l'effort pour que 2021, on se retrouve tous ici et en pleine forme et sans masque. Élise ? Oui, excusez-moi. C'était juste pour dire à Madame Roche par rapport à tout à l'heure sur l'article du journal concernant les loyers du mois de mars, avril, juin, sur la gratuité donc, des loyers versés à la commune par l'Amicale Boule et Aide Auto 42. C'est un article que nous avons voté au mois de novembre à l'unanimité. Merci. Très bien. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, c'est bon. Valérie, non, il y a